C'est là qui est quand même compliqué pour beaucoup d'hommes, c'est d'associer quelque chose de pas viril alors que notre point le plus érotique est dans notre anus. Alors déjà c'est la première fois, je tiens à notifier que c'est la première fois que je fais un podcast où je parle de mon trou de balle. Viens, on vous parle les vrais trucs sur la vie. C'est l'émission où un expert casse toutes tes croyances sur la masculinité. T'en doutes? Alors vas-y, écoute. Bienvenue pour cette deuxième partie avec notre invité de marque qui est Cyril Diabaté. Et ce coup-ci, on va aller encore plus en profondeur dans des sujets que sont sa relation intime, sa relation aujourd'hui, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui marche pas, sa sexualité, comment il l'appréhende, la violence, qui est quand même un sujet énorme en tant que champion de MMA, comment on l'appréhende dans sa vie professionnelle, dans son quotidien, dans son rapport aux autres hommes, avec sa femme, avec ses enfants, et aussi, de nouveau, ce magnifique sujet qui est les hommes et la dépression. Très belle écoute. Qu'est-ce qui fonctionne au-delà de la communication aujourd'hui, toi, dans ta relation là maintenant? Qu'est-ce qui fait que, je sais pas, que tu te sens apaisé? C'est quoi tu vois, pour moi, c'est un truc qui est important aujourd'hui. C'est quoi, ça a été quoi tes non négociables ou tes red flags, les trucs où tu dis si ça, il y a ça, j'y vais pas? C'était quoi déjà les critères qui avant même de rencontrer dans la relation? Je suis conscient de l'importance de certains red flags, tu vois. Il y a des red flags où tu dis, ouais, bah, vas-y, c'est un petit red flag. Tu vois, c'est un petit red flag. Et il y a d'autres, tu vois, un espèce de fagnon où la meuf, elle est en train de faire ça, tu vois, avec, qui prend le vent, tu vois, qui fait un drap rouge. Là, tu dis, oh, tout doux, l'agneau. Et tu sais, tu fais machine arrière, tu vois. Et il y a des trucs qui sont non négociables. Tu vois, j'ai une copine avec qui je suis resté très très longtemps, qui n'acceptait pas mes deux enfants. En tout cas, c'est pas impliqué avec mes deux enfants. Qui avait un vrai recul, un vrai détachement émotionnel avec mes enfants. Tu vois. Et moi, j'étais fou amoureux d'elle. J'étais comme un dingue, machin. Et je me dis, ah, c'est pas grave, c'est pas sa mère, c'est pas important. Je me disais, c'est pas leur vraie mère, c'est pas important, je peux la voir et tout, même si elle est détachée de mes enfants et tout ça, c'est pas très grave. Et au fur et à mesure de la relation, en fait, ça posait de plus en plus de problèmes. Parce que dans ma tête, je me disais, attends, si elle m'aime, elle aime mes enfants, en fait. Tu vois, si elle aime si elle m'aime, si elle m'accepte, elle aime mes enfants. Et ça posait de plus en plus de problèmes. Donc, il a fallu, je sais pas combien de temps, et puis des engueulades, et puis de machin, et puis au fur et à mesure, bah, ça a dégradé la relation. Et au fur et à mesure, c'était plus possible, en fait, tu vois. Tu vois, ce red flag-là, au début, qui était un putain de red flag, je l'ai mis sur le côté. Je me dis, ouais, c'est pas grave, elle a pas besoin d'être une belle-mère ou une mère pour mes enfants, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est impossible. Tu vois, aujourd'hui, c'est clairement impossible, même si je m'entends super bien avec une meuf, je suis red dingue d'elle et qu'elle m'aime, il n'y a pas de problème et tout ça, mais qu'il y a un détachement par rapport à mes enfants, ou qu'elle fait pas d'effort par rapport à mes enfants. Okay. Fin du game. Donc ça, c'est un non négociable. Ce serait quoi un des deux grands drapeaux rouges ce serait quoi? Il y aurait quoi? La sexualité. Tu vois, aujourd'hui, je suis resté longtemps avec des femmes qui me comblaient pas sexuellement parce que j'avais Ah ouais? Parce que j'avais peut-être un rythme ou des attentes ou des fantasmes ou des trucs que je voulais faire qu'elle voulait pas, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être donc je me retrouvais au bout de X années frustré sexuellement. Et ça aussi alors au début, tu prends sur toi, tu dis ouais, c'est pas grave, c'est que du cul, tu vois. Tu dis ouais, c'est pas grave, c'est que du cul, je l'aime pour telle raison, pour cette raison, c'est cette raison-là, donc ça compense. Mais au fur et à mesure, c'est pas au début que tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte. C'est au bout de la cinquième année, la sixième année où tu te dis ah putain, ah ça me fait chier quand même, tu vois. Si je suis pas satisfait sexuellement avec la personne avec qui je suis, pareil, c'est un red flag dès le début en fait. Si je me projette pas sexuellement avec cette personne parce que cette personne-là a X limites, machin, et ne veut pas faire certaines choses ou ne voit pas le sexe ou l'importance du sexe de la même façon que moi, c'est pas possible. Et c'est souvent toi, ça je comprends très bien, c'est souvent toi qui avais le plus d'envie ou de désir sexuellement? Alors ça a pu être équilibré. Ça peut être le rythme, tu vois, ça peut être l'appétit sexuel, la libido qui est pas à la même hauteur, tu vois.
Mais ça peut être aussi tes fantasmes, ça peut être la façon de faire tout simplement aussi, tu vois. Et c'est quoi alors? C'est une des questions dans mon équipe qu'on m'a demandé. Ça fait comment l'amour, un Cyril Diabate? Est-ce que il y a tu sais genre le fantasme de est-ce que tu fais autant l'amour de la même façon que tu fais un combat de boxe ou un combat de MMA? Est-ce que voilà, moi dans mon équipe il y avait des trucs, il y avait des personnes qui m'ont demandé, alors peut-être que j'assume pas complètement. Est-ce que t'aimes ça bestial? Est-ce que t'aimes ça doux? Est-ce que t'aimes ça intense? Est-ce que t'aimes un mélange de tout? C'est quoi qui te comble sexuellement? Comment tu te sens comblé Alors, sexuellement? le truc qui revient souvent de la part de mes partenaires, c'est que je sais jouer sur plusieurs tableaux. Je peux être brutal, bestial, et aussi être un nounours qui a besoin de câlins et d'affection et tout ça. Je pense que je m'adapte aussi à la demande, les envies de mes partenaires. Tu vois, je pense que il y a des femmes, elles aiment quand c'est plus bestial que d'autres, et il y en a qui préfèrent le côté affectueux, amoureux que d'autres. Tu vois, on s'y retrouve au final. Tu vois, si t'es capable de, moi je suis quelqu'un qui est à l'écoute à ce niveau-là. Tu vois, je peux changer de casquette. Il y a pas de problème. Mais c'est aussi important aussi de pouvoir mettre différentes casquettes. Tu vois, pas Ouais. toujours garder la même. Tu vois. Donc Ah mais moi c'est clairement un truc aujourd'hui. Moi je sais que j'aime autant quand ça peut être doux, lent, bestial, agressif, tendre. Et si j'ai quelqu'un avec qui je peux pas avoir toutes ces faveurs, ces saveurs, je vais me faire chier, je vais ouais, péter un plomb. Et exact. puis après, alors là on pourra en parler après. Moi j'aime bien inverser. Moi je suis assez, j'ai plutôt une tendance un plus bi et j'aime bien pouvoir être aussi dominé, être dominé comme dominé. Et moi j'ai besoin d'avoir une partenaire qui fait ça. Ou sinon alors je vais aller à côté trouver ce genre de saveur parce que si ma partenaire peut pas me le donner, moi j'ai plus envie je vais pas être frustré à ces endroits-là. Et moi j'adore jouer dans tout ça. Donc Ok. c'est un peu pour toi pareil, c'est d'avoir quelqu'un avec qui tu peux À partir exprimer. Ouais, Et jouer dans toutes à les partir casquettes. du moment où tu peux t'exprimer, communiquer tes désirs, tes attentes à l'autre, et que l'autre elle est raccord, elle est d'accord avec toi, et que elle veut aller dans cette direction avec toi, franchement c'est le top, tu vois, c'est vraiment le top. C'est ce que aujourd'hui avec le recul, je me suis rendu compte de l'importance. Encore une fois, la communication fait tout. Hein. Si t'as, j'en parlais encore récemment avec des potes à moi. On parlait de trio, tu vois. On parlait de trio. Ouais. C'est un truc que j'ai fait avec plusieurs de mes compagnes où où euh, où on couche avec une autre femme. Euh, et mes potes, quand je leur ai dit ça, ils étaient waouh, mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Ben j'ai communiqué, j'ai parlé, tu vois. Ça commence par ça. Si t'es là et tu te dis t'as des envies, mais tu les exprimes pas parce que t'as peur de ce qu'elle va te dire ou je ne sais quoi, bah tu vas passer ta vie en étant frustré, tu vois, en étant complètement frustré. Donc la première chose déjà, c'est communiquer. Communiquer tes désirs, tes émotions, tes attentes et d'en discuter. Tu vois, moi, mes deux potes là en question, ils disaient ouais mais attends mais je peux pas dire ça à ma meuf, machin. Tu te rends compte? Je lui dis aujourd'hui, je dis mais ça fait combien de temps que t'es avec elle? Elle me dit ouais, il me dit ouais mais ça fait 4 ans. Et je dis mais poto, t'es 4 ans en retard en fait. Il y a 4 ans qu'il fallait lui parler. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ça va être compliqué de lui imposer un truc ou en tout cas de lui demander un truc que tu lui as pas demandé ces 4 dernières années et que d'essayer de le négocier. Il aurait fallu que tu dises ça dès le début en fait. Pour moi, Ouais. je suis vraiment, comment dirais-je? Pour moi, le secret de d'un couple sain, c'est vraiment la communication. À partir du moment où tu parles sans filtre avec ta partenaire, tu as beaucoup plus de chances de réussir ton couple, en fait, tout simplement. Et la partie sexuelle, c'est clairement euh, un des composants, en tout cas, les plus importants du couple. D'une santé du couple, tu vois, il faut que tu parles de tes désirs, de tes attentes avec ta partenaire dès le début. Pas attendre la deuxième année. Dis donc, Ingrid, tu sais, il y a un truc que j'aimerais tester, machin. Si
si la meuf elle est pas open dès le début, elle va pas l'être ou ça va être difficile à négocier 2 ans plus tard, tu vois. Donc voir si vous êtes compatible, la compatibilité C'est clair. Moi, dès le début en fait. ouais, et de le dire et de pas avoir peur, parce qu'en fait, c'est comme toujours, moi, si tu veux trouver quelqu'un qui te convient, exprime ce dont tu as besoin. Ouais. Parce que si tu dis pas si tu communiques pas ce dont tu as besoin, bah, tu vas en face, tu vas avoir quelqu'un qui colle à ce que tu ne dis pas, et à ce que tu caches. Et donc, forcément, ça fonctionne pas. Et pour moi, il y a, ouais, en ce moment, c'est vraiment mon exploration de d'oser dire, bah, moi, en fait, voilà, j'ai très envie d'être dans une relation. Moi, aujourd'hui, comment je le vois, c'est dans une relation non monogame exclusive. C'est-à-dire qu'on va tout faire ensemble, on peut faire l'amour avec d'autres hommes, d'autres femmes, et on va s'explorer, on va s'amuser, et on fait ça ensemble, et il n'y a pas de, c'est fini. Moi, j'arrête de dire que je vais être dans une relation monogame. Il pourrait y avoir des moments où on est monogame pendant 6 mois, 8 mois, mais je sais que par moment, j'ai envie d'explorer, que tu fasses l'amour avec d'autres hommes, que je fasse l'amour avec d'autres femmes, que je fasse l'amour avec d'autres hommes, que tu fasses. Enfin, voilà. Moi, je sais que je le dis, et pendant très longtemps, je l'ai pas dit, et forcément, bah, dans toutes mes relations, au bout d'un moment, ça a explosé parce que j'étais genre, bah, en fait, il faut que je te dise un truc. Voilà. Et donc, forcément, ça marche pas. T'attendais trop longtemps, en fait. J'attendais trop longtemps et je pense que surtout j'étais une grosse couille molle et j'assumais pas le fait que je pouvais être aimé et tu vois, je pouvais avoir et un couple et une vie de famille et avoir une vie sexuelle plus débridée. Tu vois, il y avait un truc, j'avais une croyance un peu archaïque, pourrie de. On connaît ça, les mecs qui disent ouais non, je vais pas faire ça, c'est ma femme. Et si tu fais pas ça avec ta femme, tu vas faire avec qui, tu vois, c'est quoi Exactement, le c'est cette croyance que ta femme peut pas être aussi et ta femme et la maman et une cochonne, et comme moi je peux être un cochon ou bestial, tu vois, chacun c'est ok. Est-ce que tu vois qu'il y a une proportion entre la taille d'un homme et la taille de son sexe? Il y avait une question, parce que genre en gros, tu vois, tu fais 1m97, 95 kilos, on a envie visiblement. Est-ce que j'ai une trompe d'éléphant? C'est ça la question. Est-ce que tu as une trompe d'éléphant proportionnelle tu vois, au fait que tu as l'air de, tu vois, Cyril Diabaté, il vient, il est costaud, est-ce qu'il a une trompe d'éléphant ou pas du tout? Non, moi je pense, alors je suis dans la moyenne nationale, j'ai pas une tub proportionnelle à ma taille, sinon j'aurais une tub de 22 cm, je pense. Non, je pense que je suis normal, hein. Je suis dans la moyenne nationale. Je sais même pas, je dis ça, je sais même pas si c'est la moyenne nationale, mais en tout cas, je sais que elle est pas proportionnelle à ma taille, puisque sinon j'aurais un sgeg de dinosaure, tu vois. Mais je pense pas que c'est proportionnel à la taille. Et encore, j'en sais rien. Non, je crois pas. Je pense pas. Je sais pas. Non, parce que regarde, il y a un de mes maîtres à penser il y a très longtemps, un Giant Coucou, qui était un... Coucou. Le miel et les abeilles. Voilà, quoi. Exactement, qui était un nain. Apparemment, il avait un chibrax de malade, tu vois. Ah, il était monté comme un baobab. Voilà, exactement. Donc, non, je pense pas que c'est proportionnel, en fait. Pour moi, il y a quelque chose de très important dans la sexualité. En fait, quand moi j'ai osé être pénétré, et pas forcément par un sexe, mais par un doigt, il y avait comprendre la vulnérabilité que ça avait d'être pénétré, et donc d'être un amant différent, parce que je voyais là ce que ça pouvait être vulnérable. Et bah voilà, qu'est-ce que on parlait tout à l'heure tu vois, de prendre un doigt, de l'ouverture, de l'anus, qui notre point G est quand même dans notre anus. C'est là qui est quand même compliqué pour beaucoup d'hommes, c'est d'associer quelque chose de pas viril alors que notre point le plus érotique est dans notre anus. Alors déjà, c'est la première fois, je tiens à notifier que c'est la première fois que je fais un podcast où je parle de mon trou de balle. Alors moi je pars du principe. Alors, je suis très old school, hein. Je suis très old school. Je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au rôle de l'homme et de la femme. Pour moi, l'homme, il a pas un devoir. Alors, comment je pourrais dire ça, mais il doit être viril, tu vois. Il doit être masculin, et je ne pense pas le fait de se faire pénétrer pour un homme, c'est viril, tu vois. Donc, ça va à l'encontre, ça va même à l'encontre de ça. Je pense que c'est féminisant pour un mec d'être pénétré. Et donc, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je dis pas que ça peut pas procurer du plaisir, mais c'est pas un plaisir que j'ai envie d'explorer. C'est pas un truc. Je pense que j'ai un blocage psychologique. C'est comme, tu vois, une relation
tenter une relation homosexuelle, c'est pas un truc qui m'a attiré parce que d'une part, je suis pas attiré sexuellement par un mec, et puis il y a aussi ce truc d'être ouais, ça dévirilise, tu vois. Moi, je tiens à ma virilité. Alors, c'est pas, attention, hein, c'est pas un truc que je cherche forcément. Je cherche pas à être viril. Je pense que je le suis naturellement, mais c'est pas un truc que avec lequel j'ai envie d'explorer, tu vois. Donc, j'ai mes limites, hein, tu vois. Je pense que tout le monde a ses limites. Moi, elle s'arrête là, tu vois. Le truc de la virilité, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Après, je suis aussi conscient que j'ai des potes à moi qui sont très virils, qui aiment bien se manger un petit watt dans le fion, tu vois. Chacun sa voit midi à sa porte, en vrai, tu vois. Mais ça t'a pas tenté quand ils t'en ont parlé? Alors c'est marrant. Pourquoi je rigole? Parce que j'ai un pote à moi qui est pour le coup qui est très viril, tu vois, qui est très viril et qui aime bien se faire qui aime bien se manger des petits watts dans le yonf pendant l'acte. Et des fois on a des discussions là-dessus, mais genre on est mort de rire, tu vois. Où je me fous de sa gueule et puis il me dit ouais mais Cyril, vas-y, laisse tomber, t'es trop fermé. Je dis oui, exactement, je suis fermé, laisse-moi tranquille, tu vois. Je suis fermé, laisse-moi fermer. Exactement. Donc non, mais c'est un truc. Je pense que c'est de plus en plus répandu, ça. Par contre, tu vois, ça c'est ces expérimentations pour les hétéros, c'est de plus en plus répandu. Je connais beaucoup de filles qui ont ce discours-là, qui disent ouais mais tu sais mon mec ou mon ex ou il aimait bien qu'on lui fasse ci, il aimait bien qu'on lui fasse ça. Je dis ouais bah c'est bien si vous avez trouvé votre équilibre là-dedans, mais et à chaque fois je leur rappelle aussi c'est ton ex, ouais. Tu vois, c'est que à un moment donné il y a un truc qui a manqué. Est-ce qu'au niveau de sa virilité, ou est-ce que toi, inconsciemment, t'as accepté le fait que tu le pénétrais, tu vois? Mais de toute façon, il y a plein pour moi, de trucs un peu, si tu passes par l'absurde, erroné autour de le lien entre l'anus, l'homosexualité, parfois la virilité. Parce que tu sais, chez les homos, en gros, il y a souvent le passif et l'actif. Donc, en gros, il y a une moitié qui ne se font pas pénétrer. Souvent, il y en a plein d'homos qui se font pas pénétrer et donc en fait, si on partait de l'idée que être homo, c'était se faire enculer, ben en fait, la moitié des homos ne seraient pas homo. Et donc c'est marrant parce qu'en fait, c'est pas du tout un signe d'homosexualité que de se faire enculer, en tout cas. Et donc c'est marrant parce qu'il y a plein de conceptions qui sont erronées pour moi autour de ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, je connais des mecs, encore une fois, qui sont pas du tout homo, qui aiment bien se prendre des trucs dans le fion, tu vois. Donc, je fais bien la différence entre l'homosexualité et aimer se faire pénétrer analement, tu vois. Moi, je suis pas attiré par les hommes. Donc, je suis pas homosexuel. Tu vois, je n'éprouve aucune attirance sexuelle pour un homme et ça a jamais été le cas, tu vois. Donc tu vois, il y a un terme qui existe aujourd'hui qui est comment ça s'appelle ça, un hétéro non bicurieux, voilà, bicurieux. Ouais. Tu vois, bah moi ce concept là il est complètement loufoque pour moi. Comment ça t'es curieux? Comment ça t'es curieux? Elle est bizarre ce truc. Donc tu te demandes si non, si t'es hétéro ou tu ne l'es pas. Tu vois, il y a encore plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord au niveau de, tu vois, la théorie du genre, les différentes sexualités qui existent aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui t'es hétéro aussi, t'éprouves de l'attirance pour quelqu'un de ton sexe, bah effectivement t'es plus hétéro, tu vois. Je vois pas je me vois pas bander pour un mec, tu vois. Je vois même pas comment c'est possible en fait, tu vois. Écoute, moi, tu vois, c'est marrant parce que je me sens profondément hétéro et pourtant ça peut m'arriver d'avoir des moments intimes, doux, pas forcément sexuels, avec des hommes. Mais je me sens profondément hétéro, tu vois, je suis attiré par les femmes. Dans la rue, je ne regarde pas les hommes, mais ça m'arrive de passer des moments très agréables, intimes, avec des hommes.
Ouais. Mais je me sens fondamentalement hétéro. Je peux pas expliquer. Donc, Ouais, bah, je sais pas, non, mais y a pas à expliquer. Juste, ouais. y a des choses comme ça parfois. Non, Ça fait partie du truc. c'est pas je pense pas que je suis fermé. Pourtant, je pense pas que je suis fermé. Non, mais c'est juste que on l'est ou on l'est pas, tu vois. Je pense pas que on le devient. Je pense pas que, tu vois, je pense qu'il y a, tu vois, il y a des potes à moi qui ont une tendance homophobe, qui vont te dire que c'est une maladie, que c'est pas naturel et tout ça. Moi, je suis même pas là-dedans, tu vois. Ouais. Je suis juste foncièrement hétéro, tu vois, hétérosexuel. Je comprends qu'il y a des mecs qui sont attirés par d'autres mecs. Je comprends qu'il y a des gens qui sont bisexuels, qui sont attirés par les deux sexes. Mais ouais, chacun voit midi à sa porte en vrai, tu vois. Et j'allais dire en même temps, un peu avec humour, mais en même temps, tu as fait beaucoup de sports de combat, donc tu as passé beaucoup de temps collé physiquement, collé, sentir de la sueur avec d'autres hommes. Je pense que tu as potentiellement passé, tu vois, c'est amusant, passé plus que beaucoup d'hommes à être au contact physique collé. Et moi, c'est souvent un truc que je me suis dit, je voyais un mec, je sais plus comment il s'appelle, un mec très très musclé sur les réseaux Instagram et qui fait toujours des blagues en disant, moi je suis hétéro et j'ai fait de la muscu pour draguer des meufs. Mais sauf que je fais tellement de muscu que je passe mon temps avec des mecs, je regarde des profils de mecs, il y a que des mecs qui me regardent, il y a que des mecs qui me parlent. Et donc, il faisait un peu l'humour de, en fait, je suis venu faire de la muscu pour draguer et me sentir beau auprès des femmes. Mais finalement, je suis que entouré dans un monde d'hommes qui regardent des hommes, qui sont écoutés par des hommes. Ouais. Et je trouve qu'il y a une forme d'homophilie quand même dans la musculation, dans aimer son corps, dans se sentir beau. Et je me demandais ce que ça a évoqué pour toi, ça. Alors déjà, je pense que je parle vraiment de manière. Je pense que si tu poses la question à 100 combattants, ils vont te répondre. Allez, 95%, ils vont te répondre. Ils vont te répondre la même chose. C'est que quand tu es dans un contexte combat, la sexualité n'existe plus, tu vois. C'est-à-dire. Okay. Tout ce qui est sexuel, ça n'existe. J'en veux pour preuve. Quand tu tournes au sol, quand tu fais du grappling ou du jiu-jitsu brésilien avec une meuf, même si elle est ultra bonne, à moins d'être vraiment complètement obnubilé par la meuf, tu vois, quand surtout si elle est forte. En plus, si elle est forte, t'as encore moins envie qu'elle te batte, tu vois. Donc, Okay. il y a vraiment un truc où la sexualité n'existe pas dans une salle de MMA. Même quand, tu sais, Angela elle parlait de faire du grappling, du jiu-jitsu, rouler au sol avec un mec quand tu fais des phases de jiu-jitsu. Il y a aucun contexte sexuel là-dedans. Il y a rien du tout. Effectivement, pour le néophyte qui regarde d'un œil extérieur, qui voit certaines positions qui sont très très suggestives et qui ressemblent à des positions du Kama Sutra. Nous, quand on est en train de les faire, il y a rien du tout de sexuel. T'es pas en train d'essayer d'imaginer ou tu t'imagines rien du tout de sexuel. T'es en train d'essayer de soumettre ton adversaire, tu vois, de faire une clé, un étranglement, d'avoir la position dominante. Et il y a rien du tout de sexuel. T'es là, au contraire, c'est très viril, tu vois, c'est très et même quand un mec tourne avec une femme au sol, à moins qu'il ait ouais, peut-être si t'as vraiment une bonasse, tu vois, par exemple, il y a le jiu-jitsu brésilien, il y a beaucoup de combattantes brésiliennes qui pratiquent, tu vois, il y en a qui sont bonnes, tu vois. Même quand tu tournes avec elle, la vérité, c'est que tu la vois même pas en tant que gonzesse, tu tournes avec elle, c'est un compétiteur, elle essaie de te soumettre, elle essaie de t'étrangler, de te passer des clés de bras, t'es plus concentré là-dessus que la rondeur de son cul, tu vois. Alors ma question, ça j'entends. Alors, ma question c'était aussi dans mais après que c'est ce que je disais, c'est peut-être complètement à côté de la plaque comme question. C'est plus dans le monde de la muscu où les hommes aiment se regarder, où je pense qu'il peut y avoir une peur de l'homosexualité, dire je suis pas attiré par les hommes, et pourtant ils passent leur temps à se regarder et à aimer d'autres corps d'hommes. Et donc je me dis que parfois il peut y avoir, tu vois, un truc un peu étrange dans cet univers très musclé et pas forcément du combat. Et donc c'est peut-être pas à toi qu'il faut poser la question, mais
Tu vois, tous les mecs qui vont dans une salle de sport passent leur temps à mater que des mecs et que des corps d'hommes. Et je trouve parfois il peut y avoir une forme de, en fait, c'est étrange si tu dis que tu n'es pas attiré par un corps d'homme parce que tu passes ton temps à toi de regarder ton corps d'homme et à regarder des corps d'hommes et à voir comment, voilà. Il y a ce mais truc. encore une fois, je pense pas que c'est déconnecté de la sexualité, tu vois, que ça soit Okay. un musculeux qui est dans une salle, qui est en train de, d'ailleurs, ils passent plus de temps à regarder leur corps que les corps des autres, hein. Alors, ils sont plus amoureux d'eux-mêmes il y a un côté très narcissique dans la musculation, tu vois. Ouais, quand même. Et d'ailleurs, il y a d'ailleurs des maladies tu vois, des troubles psy qui sont développés dans le monde de la muscu parce que les mecs ils passent tellement de temps à se mater et puis à être obnubilés par leur apparence, leur image que certains développent des troubles de psy, tu vois. Mais pour en revenir à la question de la sexualité, je pense pas que il y a une vraie diff entre l'attirance sexuelle, tu vois, la sexualité et se mater les autres pour se comparer par rapport à la taille des corps et tout ça. Non, je pense que même les musculeux, pourtant c'est pas un milieu que j'affectionne particulièrement, tu vois, je pense pas qu'il y a un taux plus élevé d'homo chez les musculeux que dans la population générale, tu vois. Et après, on parlait, tu disais, en pré-interview, on parlait du fait que quand même, malgré tout, après un combat, et plus le sport était violent ou dans lequel il y avait de violence, et plus c'était facile pour toi ou pour les hommes à la fin de pouvoir se faire un câlin, un bisou, d'être affectionné, d'être tendre, et qu'il y avait comme si toute cette violence permettait à la fin de putain, on se voit, on se rencontre et on peut être tendre l'un avec l'autre. Alors, je pense que cette tendresse, elle vient. C'est pas de la tendresse, plutôt de l'affection et une profonde admiration. Je pense que ça naît à la base le sentiment d'admiration et de respect mutuel, mais à pousser vraiment au paroxysme, tu vois. On en avait parlé, mais genre quand tu sais que tu vas affronter un mec, que t'es à haut niveau, donc tu regardes les vidéos du mec. Tu vois les combats qu'il a fait, tu vois ses victoires, tu te dis oh putain le mec il est fort, tu vois. Donc déjà respect, admiration, plus ou moins forcé, puisque si là je te parle du haut niveau, hein, mais si tu es à ce niveau-là de la compétition et que le mec c'est ton alter ego et que tu vas l'affronter, c'est qu'il a fait les mêmes sacrifices, il a enduré les mêmes choses. Tu sais le combat en fait quand tu es à haut niveau, tu sais. 1 mois et demi, 2 mois à l'avance que tu vas affronter, tu sais, ton manager ou ton coach, et il te dit, voilà, on propose tel mec, telle date, pour tel événement et tout ça. Donc, tu connais, aujourd'hui, moi, j'ai connu la période sans Internet, donc tu n'avais pas la possibilité de voir qui t'allait affronter, de l'étudier et tout ça. Donc, tu te découvrais sur place. Wow. À moins qu'il était mondialement connu et que tu l'avais déjà toi-même vu combattre ou alors en cassette ou tu vois. Mais moi j'ai connu la plupart de mes adversaires de cette époque-là pré-internet, tu découvrais sur place, tu vois. Donc aujourd'hui tu peux étudier le mec, donc tu le vois combattre, tu le vois dans les interviews, tu connais un petit peu son mental et tout ça machin. Tu sais qu'il traverse les mêmes épreuves parce que la vie de combattant c'est une épreuve, hein, c'est une épreuve longue de je sais pas combien d'années et parsemée par-ci par-là de victoires, d'échecs et ainsi de suite, tu vois. Mais l'épreuve elle est longue, tu vois. Elle commence le jour où tu commences la compétition jusqu'à ton dernier combat, tu vois. Et donc quand tu vas affronter ton adversaire, tu sais qu'il a traversé les mêmes épreuves, il a fait les mêmes sacrifices. Il a pris les mêmes coups, il a subi les mêmes blessures, c'est un peu, souvent c'est une vie de moine, tu vois, c'est un peu une vie monastique, tu vois, tu t'es là, t'es drivé par un objectif, c'est devenir le meilleur. Et avant même de l'affronter, tu l'admires pour ça. Souvent c'est inconsciemment, parce qu'il y a toujours ce truc d'entretenir de l'animosité
pour ton adversaire. Il y en a qui ont besoin de ça. Il y a des combattants qui ont besoin de ça. Moi, j'ai jamais eu besoin de ça. Mais il y a des combattants qui ont besoin de ressentir de l'animosité vis-à-vis de l'autre pour être performant dans la cage. Moi, j'ai jamais été dans ce délire. Il n'empêche que inconsciemment, tu le respectes parce que tu sais qu'il a traversé les mêmes trucs. Donc après, il y a l'épreuve, le jour du combat, où tu tapes avec le mec et tu vois qu'il encaisse il encaisse tes coups. Il fait face à ta stratégie, face à ton physique et tout ça. Et à la fin du combat, peu importe le résultat, dès le gong final, hein, ils attendent pas le verdict ou quoi. Tu vois, dès qu'il y a le gong final, allez, 90% du temps, les mecs mettent le dernier coup. Il y a le gong final. Et la première chose qu'ils font, s'ils vont vers l'adversaire, ils font un hug. C'est-à-dire, il y a une retombée immédiate d'adrénaline, d'animosité, de chercher à le dominer, tu vois. Et il n'y a plus que tout le reste, c'est-à-dire l'admiration, le respect, tous les sentiments que tu as pu avoir pour lui qui sont négatifs, souvent se transforment en positifs. Donc, t'as de l'affection pour lui, t'as même, tu vois. Et donc, ça, tu l'exprimes instantanément dès que le gong est retenti, parce que c'est la fin d'une épreuve mutuelle que vous avez traversée ensemble. Ok. Et donc, le hug, c'est quoi? Bah, tu témoignes de ton admiration, de ton respect, en fait. Tout simplement. Ouais, un peu comme deux frères d'armes ou deux soldats qui se disent putain, on s'est battus ensemble, que ce soit du même côté ou de l'autre côté. Exactement. Et que la guerre elle est finie, et vous avez vécu la même épreuve chacun de votre côté, et maintenant il y a que de l'admiration et du respect pour ton ennemi d'un jour, tu vois. C'est quelque chose d'intense, hein. C'est quelque chose. Tu vois, moi je combattais avec des mecs, on se fracassait, tu vois. Le mec, tu le fracasses, il perd des neurones, il y a même des fois des fractures ou des ouvertures, tu vois. Il y a souvent des images où les mecs qui se retrouvent à l'hôpital ensemble, tu vois, deux mecs qui viennent se casser la gueule. Les organisateurs organisent, tu vois, le corps médical qui est en coulisses, qui dit ouais, on soupçonne une rupture du ligament ou une fracture ou peut-être une fracture du nez ou je ne sais quoi. Faut quand même aller checker à l'hôpital, donc vous inquiétez pas, on va vous emmener à l'hôpital. Et des fois, ça se trouve les deux vont à l'hôpital en même temps. Et donc tu es à l'hôpital en même temps que ton adversaire que tu viens d'affronter. Et souvent souvent c'est des photos qui font le tour des réseaux, mais tu vois deux mecs qui viennent de partir du ring ou partir de la cage, qui se retrouvent à l'hôpital en civil, tu vois, avec leurs vêtements civils. Ils font fracture, tu sais, ils ont des gueules pas possibles. Ils sont amochés et tout ça. Et ils font des selfies ensemble. Ils font genre ils sont cabossés, hein, et ils ont la tête en 3 dimensions. Ils sont en train de faire des selfies ensemble, en train de faire tu vois, on a traversé le feu ensemble, tu vois. Ouais. Et ça c'est des trucs qui souvent en plus avec d'anciens adversaires, tu peux te lier d'une amitié profonde et qui va traverser les années parce que vous avez à un moment donné traversé cette épreuve ensemble. Et j'ai des potes soldats, tu vois, notamment qu'on fait qui ont été sur des opérations tu vois, assez intenses, qui ont vécu des trucs avec des collègues, tu vois, qui ont vécu des trucs de malades, tu vois. Et pareil, ils sont liés à vie, tu vois. Ils sont liés à vie parce qu'ils ont été au feu ensemble, ils ont traversé une épreuve que peu de personnes traversent en fait. Ouais, moi j'avais interviewé un homme des forces spéciales dans un ancien podcast et il me disait, je lui demandais, tiens, mais comment ça se passe justement les émotions et tout. Il me disait, mais on vit tellement de trucs, c'est normal de pleurer, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de se confier, c'est normal de se prendre dans les bras. Enfin, et lui, je crois qu'il avait été dans un des plus gros conflits armés, les plus meurtriers des 50 ou 60 dernières années. Il m'a dit, mais
il y a aucune gêne à pleurer, à avoir peur, à, tu vois, à avoir des traumas. Enfin, genre, c'était simple. Et j'étais, ah ouais, putain, c'était cool. Il me disait, voilà, il y avait cette vraie, on se prend tel qu'on est parce qu'on est des guerriers. On a traversé effectivement le feu, l'enfer, la bataille ensemble. Et donc, il y avait plus aucune gêne, plus aucune pudeur sur Ouais, rien. ouais, parce qu'une fois que tu as été au summum de l'épreuve, tu vois, je pense que ouais, tu t'en bats les couilles. En plus, c'est des épreuves qui montrent la virilité et la masculinité à son paroxysme. Donc à la fin, on a vraiment pas peur d'être traité de tafiole ou machin. Ah ouais, lui, regarde, machin, on s'en fout complet. Tu vois, tu viens de te prouver à toi et à ton adversaire et aux gens qui regardent que t'es ce qu'il y a de plus masculin et de plus viril. Donc à la limite, lui faire un bisou, machin, ou un hug, c'est le dernier de tes cadets, tu vois, tu t'en fous complet, tu vois, en vrai. Avant de clôturer le chapitre sur la sexualité, j'avais des questions. C'était quand ta première fois? Et ça s'est passé comment? Parce que je sais que j'ai lu des trucs où tu disais que tu étais plutôt timide et jeune. Donc j'imagine qu'il y a eu quand même eu le Cyril avant d'être une star de MMA, enfin tu vois, d'avoir cette aura-là. Je pense qu'il y a eu dû avoir deux hommes différents quand même entre ça et l'image qu'on pouvait projeter sur toi. Alors ouais, l'image que j'ai, c'est un mec archi sûr de lui, qui claque des doigts et qui chope des meufs, tu vois. En vrai, c'est pas du tout le cas. Je suis plutôt gauche, tu vois. Je suis assez maladroit et plus la fille me plaît, et plus j'ai tendance à être maladroit, tu vois. Ok. Ça m'a jamais quitté, tu vois, cette Ok. timidité. Alors j'ai pris de l'assurance avec l'expérience et tout ça, mais il y a quand même une timidité qui me rend con en fait. Tu vois, t'as l'impression d'être complètement teubé, tu vois, tu sais même pas ce que tu vas lui dire à la meuf. Donc ça a toujours été le cas, et c'est pour ça aussi que je me suis vachement amélioré avec les gonzesses, c'est avec l'avènement d'internet et des réseaux sociaux. Parce qu'à force de Ok. dialoguer, bah tu comprends un peu mieux la mentalité féminine. Parce que si c'était en visu, en face à face, ça aurait été impossible pour moi, tu vois. Attends, et pour ça, et les réseaux sociaux, tu veux dire appli de rencontre ou juste Instagram, tchatcher sur Instagram et sur. Alors, moi, j'ai connu les réseaux sociaux avant les applis de rencontre. J'ai Ok. vraiment fait mes armes là-dessus. Après, plus tard, j'ai testé un petit peu les apps de rencontre aussi, mais c'était pas mon fort, ça. C'était moyen. Mais sur les réseaux sociaux, par contre, j'ai énormément dialogué avec des femmes. Pas pour forcément les niquer ou me mettre avec elles, mais juste pour dialoguer, tu vois. Et je me suis vachement amélioré à ce niveau-là. Je me suis vachement amélioré avec ma copine qui fait, parce que je l'ai connue sur les réseaux. Mais Cool. je me suis vachement amélioré à ce niveau-là avec les réseaux sociaux, tu vois. J'ai pris de l'expérience, j'ai de mieux en mieux compris la mentalité féminine, et puis ça m'a permis aussi de d'être peut-être plus à l'aise. Mais il y a toujours eu cette timidité handicapante, tu vois. C'est ce truc, ça j'ai jamais trop kiffé sur ce côté-là de ouais, d'être me sentir pas très compétent, tu vois. Ouais. Ouais, ça c'est un truc qui m'a dérangé. Mais aujourd'hui, ça me dérange moins parce que je suis en couple déjà, et puis parce que mais même quand je le suis pas, je m'en fous un peu plus, tu vois. Je me suis détaché au fur et à mesure des années, je me suis de plus en plus détaché de ce qu'on peut penser de moi, que ce soit les mecs ou les meufs, tu vois. Donc ça a été une bonne expérience, ça. Et qu'est-ce qui a, alors, qu'est-ce qui a aidé au détachement? C'est l'âge, l'expérience, les Ouais, années, la voilà. confiance. Ouais, je pense que c'est ça, hein, c'est l'âge, hein. Les expériences, le fait de il y a un ego. Si tu gères mieux ton ego, je pense. Tu vois, tu gères mieux ton ego, tu t'en fous. Aujourd'hui, clairement, que ça soit dans la vie de tous les jours, les gens que je connais, ou les gens qui me connaissent par rapport à
la personnalité publique entre guillemets que je peux être et tout ça, ou sur les réseaux et tout ça. Aujourd'hui, j'ai un manfoutisme assez développé qui fait qu'aujourd'hui, je m'en bats les steaks en fait, tu vois. Euh, j'ai pris énormément de recul par rapport à ce que les gens peuvent penser de moi. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est ce que moi je pense de moi et ce que les gens qui m'entourent, les gens que j'aime pensent de moi. Le reste, je m'en bats les steaks. Donc tu peux penser tu peux penser que je suis, je sais pas, n'importe, tu vois. En vrai, n'importe quoi, je m'en fous complètement. Et dans ça, donc tu trouves que la notoriété, ça t'a pas forcément aidé ou à faire des rencontres ou dans ton couple parce qu'on projetait beaucoup de trucs sur toi ou c'était timide, ça a été ce qu'on pourrait se dire parfois, bah ouais, voilà, je suis connu, je suis un homme, je présente un truc viril, ça devrait aider. Ça a été quoi ton rapport à ça? Alors avant d'être connu, moi j'ai toujours eu du succès avec les meufs, tu vois. J'ai pas connu un boost avec la notoriété, tu vois. J'ai jamais parce que déjà premièrement, même si le MMA aujourd'hui est très populaire, c'est un peu le sport à tendance, tu vois. Moi, la plupart de ma carrière, enfin l'entièreté de ma carrière a été assez discret médiatiquement, tu vois. Okay. J'ai évolué moi à une époque où le MMA et les sports de combat c'était pas la mode, tu vois. Donc je pouvais débarquer dans un endroit et avoir 99,9% des filles qui connaissaient pas qui j'étais. D'ailleurs aujourd'hui c'est encore le cas, hein. C'est pas parce que je suis plus médiatisé aujourd'hui que l'époque que ça reste un sport tu vois, ça reste un sport très masculin, le MMA. Tu vois, les sports de combat en général, je crois que 80% des spectateurs dans la salle, c'est des mecs, tu vois. Donc, effectivement, je me fais reconnaître par des mecs. C'est très rare qu'une meuf me reconnaisse. Tu vois, c'est très rare. Ou si elle me reconnaît, c'est parce que le mec à côté lui a dit, hey, tu le connais pas, lui, c'est Cyril Diabaté, tu vois. Mais généralement les meufs elles me connaissent pas, tu vois. Donc je vais pas dire que ça m'a aidé. À la limite, ce qui m'a aidé, c'est justement quand les mecs à côté leur ont dit ouais, c'est un combattant. Parce que ça c'est aphrodisiaque pour une meuf, tu vois. Il y a un petit côté où les meufs elles ont peur parce que potentiellement il est physique, il est violent, mais il y a un côté ça les attire plus que ça les refroidit, tu vois. Ça j'en ai bénéficié, tu vois, le fait d'être estampillé combattant, bah ça excite beaucoup de meufs, tu vois. Je vais pas mentir, les meufs elles aiment ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les femmes sont fondamentalement attirées par ce qui représente la virilité chez les hommes, tu vois. Ah ouais, il y a quelque chose. Mais même tu peux le voir parfois chez des femmes qui sont très féministes et tu regardes leur mec et c'est un cliché du mec de l'ancien temps, même tu vois, pas un viril moderne, un viril à l'ancienne, tu vois. Bah, moi j'ai un pote à moi qui est combattant, qui est sorti longtemps avec une féministe, tu vois, militante, tu vois, donc vraiment à fond les ballons. Ouais, le patriarcat, toutes ces conneries là. Et puis par contre, il me disait que elle au lit, c'est la soumise, ultra soumise. Tu vois, la meuf qui aime bien se faire attacher, frapper, insulter, tirer les cheveux, machin. Et ils étaient un peu libertins aussi. Et donc elle aimait bien que la pluralité masculine, tu vois, genre que 3 ou 4 mecs lui passent dessus à la queue leu et d'être complètement soumise, tu vois. Donc il y avait vraiment tu vois l'extrême opposé. D'un côté tu dis ouais non jamais un mec machin truc, on est oppressé et on est dominé, enfin bon, tous les clichés féministes, et en même temps Voilà. dans son intimité elle allait à fond dans le truc d'être soumise à un voire des mecs, tu vois. Ah ouais. Et donc pour revenir au sujet tout à l'heure, tu disais que toi t'étais timide, Ouais. et donc ça a toujours été là, et donc même au début, et ta première fois, ça s'est passé comment, ou c'était Alors déjà j'ai galéré pour tu vois, passer le cap
passer le cap de dater une fille, déjà, ça a été, c'était une épreuve presque insurmontable. Bon, je l'ai surmonté. J'avais 18, Ok. j'avais 18 ans quand j'ai fait l'amour pour la première fois. Avant ça, j'ai eu 2 tentatives de relation avec des meufs, tu vois, qui se sont soldées par un échec parce que j'étais nul en fait, tu vois, j'étais nul, je savais pas m'y prendre. J'osais pas, tu vois, donc les meufs elles ont dit ah ouais c'est qui ce cassos, tu vois, c'est qui cet handicapé, et puis bon elles ont vite zappé, tu vois. Et puis il a fallu mes 18 ans, ma première vraie copine, ma première vraie histoire d'amour où là j'ai appris à découvrir le corps humain, enfin le corps féminin et à faire l'amour, tu vois. Et dès le début en fait par contre j'avais une libido très développée, tu vois. Je voulais faire l'amour tout le temps, donc j'ai vachement sollicité ma première copine. Et j'ai fait mes armes sur elle en fait, tu vois, j'ai expérimenté sur elle, donc tout y est passé. Merci à elle. Alors. Voilà, merci, force, Merci à force. Merci à elle. Cool. Et c'est quand la dernière fois que tu as fait l'amour? Hier soir. Hier soir. Ah C'était non, cool. non, ce matin, excuse-moi, ce matin. Ah. Voilà. Ah ouais, cool. Donc tu gardes une libido. Est-ce que tu as quel âge aujourd'hui? 52 bientôt. Ok. Est-ce que parfois on dit que la libido, ça peut diminuer l'envie, le truc, mais toi, tu trouves que tu as un impact sur tes érections, sur ta libido, les années, l'âge ou pas? Alors, ce qui a un impact sur ma libido, et ça, j'en ai parlé aussi dans un truc sur la dépression, c'est ma santé mentale. Okay. Tu vois, ma santé mentale a un lien avec ma santé physique, qui a un lien sur ma libido et ma sexualité. Tu vois, typiquement, alors c'est paradoxal parce que tu vois, je me suis jamais autant masturbé que quand j'étais en dépression. Et souvent, les gens ont fait le lien là-dessus, mais je sais pas si c'est parce que la dopamine me faisait du bien. Je sais pas si c'est ça. Mais je sais qu'il y a une période où j'étais en dépression où je me suis beaucoup masturbé, tu vois. J'ai appris par la suite que c'était pas bon en fait, tu vois, qu'il y avait souvent une corrélation entre les deux, d'ailleurs, que j'entretenais ma dépression avec une ultra, je sais pas si on peut parler d'ultra masturbation, mais en tout cas ouais, je me branlais plusieurs fois par jour, tu vois, donc et et pour en revenir à la libido, quand je suis bien dans mes pompes, psychologiquement, j'ai une libido, je pense, un peu plus développée que la norme, tu vois. Mais c'est par période aussi, tu vois. Je pense que quand t'as la tête dans le guidon, quand ton taf te prend la tête, quand t'es un peu stressé parce que les affaires vont pas aussi bien que d'habitude ou je ne sais quoi, bah forcément t'as une baisse de libido. Tu vois, le stress influe vachement aussi sur ta libido. Bah, quand t'es en période de stress, bah, t'as moins envie de niquer, hein. Je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil. Sinon l'âge, je pense pas que à 50 ans, je pense pas que tu vois, ça a pas vachement influencé sur ma baisse de libido, tu vois. Je pense pas que c'est plus mon état d'esprit, c'est plus ma santé mentale, c'est plus comment je suis au moment T, si je suis bien dans mes pompes, si je suis heureux, si je suis avec une fille, une compagne qui coche toutes les cases, j'ai envie de sexe avec elle quasi quotidiennement, tu vois. Ouais. Je comprends bien. Moi, il y a souvent une forte alchimie. Moi, il y a eu des relations où c'était toutes les semaines, tous les 15 jours, puis j'ai une nana, c'est tous les jours. Ouais. Donc, il y a aussi l'autre. Et qu'est-ce qu'inspire l'autre? Et pour un peu finir sur ce sujet-là, bah, justement, séduction et tout ça, comment est-ce qu'on séduit un Cyril Diabaté? Qu'est-ce qui séduit un Cyril Diabaté? Oh, c'est complexe ça, parce que j'ai eu tellement de profils différents, tu vois. Un truc qui est impossible pour moi. Je ne peux pas être excité par quelqu'un que je considère comme bête, tu vois. Alors non,
non, c'est pas vrai ce que je dis. Je ne peux pas, je ne peux pas avoir une relation, je ne peux pas avoir une relation longue avec quelqu'un que je considère comme bête. Je peux très bien niquer une fille que je trouve ultra bonne, mais qui a rien dans le ciboulot, tu vois. Ça, c'est, c'est pas forcément le top, hein, mais je peux très bien être attiré par un physique et puis trouver du plaisir à faire l'amour avec une personne que j'admire pas pour ses qualités intellectuelles. Mais si par contre c'est une relation longue, que ça soit une relation sérieuse, une relation de sex friend ou machin, il faut que la meuf elle ait des neurones, tu vois. Il faut que je puisse entre deux poses du Kama Sutra, il faut que je puisse dialoguer avec elle, tu vois, et qu'on échange intellectuellement. Sinon c'est pas possible en fait. Je vais très vite. Ouais, puis de toute façon, pour de la communication, pour de la communication et communiquer avec quelqu'un, avoir une intelligence émotionnelle, relationnelle, t'as besoin d'avoir une intelligence, voilà. Exactement. Pour avoir ça. Et donc une fille qui est que bonne et que je considère comme teubé, la relation elle va être forcément de courte durée. Même si on se voit 2-3 fois parce que le sexe c'est quand même pas mal, je vais quand même mettre un stop. Je vais me lasser en fait. Je vais me lasser très rapidement. Okay. Par contre, si je l'admire intellectuellement, je trouve qu'elle elle a de l'humour, elle est intelligente, elle a de la répartie. On peut parler de plein de sujets différents. Je vais la trouver de plus en plus sexy en fait. Je suis pas sapiosexuel parce qu'il me faut un physique quand même. Mais si t'es intelligente et qu'en plus de ça t'es bonne, tu vas m'exciter de ouf. Grave, je comprends très bien. Et toi, comment, toi, même si tu dis que tu t'es amélioré et qu'il y avait un truc, c'est comment tu séduis, c'est quoi les moves, ça pourrait être quoi tes moves Alors, qu'est-ce que tu mets en avant, tu vois, au début, on est tous un peu, c'est souvent un peu séducteur, on met quelques trucs en avant. C'est quoi les trucs que tu mets en avant ou les moves que tu sais qui fonctionnent? Alors c'est peut-être, ça va peut-être paraître un peu prétentieux, mais en vrai, j'ai remarqué avec l'expérience, le temps, que si je force trop, si j'essaie trop de pécho une meuf et que je me dénature en fait, parce que je suis pas un séducteur en fait, tu vois, j'ai plein de qualités, tu vois, je suis quelqu'un d'assez intelligent, j'ai de la répartie et tout, j'ai plein de qualités, mais être séducteur, charmeur, c'est pas moi ça en fait. Donc, je me suis rendu compte que plus je cherchais à séduire ou charmer à une meuf, et plus je me tirais des balles dans le pied, donc j'ai arrêté de le faire. Le truc qui me sert aussi, c'est de me détacher. Tu vois, plus j'essaie de pécho la meuf, et plus je me dénature et plus je me ressemble pas en fait. Donc j'essaie d'être le plus naturel possible. Généralement, ouais, voilà, je pense pas que j'ai une personnalité trop dégueulasse. Donc ça, plus le fait que je suis combattant, plus le fait que, tu vois, il y a un côté aussi sensible, tu vois, qui plaît aussi aux femmes. Tu vois, la dualité entre le mec qui rentre dans une cage et qui se pétaille et qui en même temps peut parler d'émotions, peut parler de choses, de sentiments et tout ça. Moi, tu vois, aujourd'hui, alors que plus jeune, c'était pas le cas. Aujourd'hui, j'ai pas honte de parler de sentiments avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, tu vois. J'ai pas honte de dire que j'étais profondément triste, ou j'étais profondément amoureux, ou j'étais profondément, tu vois, j'ai pas honte de le dire en fait, tu vois. Et je pense que ça plaît chez les femmes aussi, ça les rassure en tout cas. C'est quoi la plus folle que t'as fait par amour? Tu te dis l'acte amoureux le plus fou que t'aies fait ou Ça peut être ouais, mais c'est pas fou en fait. Tu sais, c'est des voyages où tu prends ta copine, tu dis ouais, j'ai une surprise, voilà, tu remplis ta valise avec telles affaires, mais elle sait pas où elle va, tu vois, tu prends ton passeport et tu te barres à l'autre bout du monde, tu vois, en Asie notamment, tu vois, des trucs comme, alors je sais pas si c'est très fou, non, ça me paraît un peu banal quand je dis ça comme ça, mais c'est cool. Ouais, non, je pense, tu vois, un truc qui me fait moi vibrer vraiment, c'est les voyages. Tu vois, je pense que voyager, c'est un des trucs les plus ouf que tu puisses offrir à quelqu'un. Tu vois, donc des voyages, tu pars faire un voyage complètement dépaysant. Tu vois, moi j'ai fait 51 ou 52 pays dans ma vie, donc c'est pas mal. Tu vois, j'ai pas mal bourlingué.
et tu pars, je sais pas, je suis parti en Amazonie, je suis parti en Sibérie, je suis parti un peu partout, tu vois, et partir avec ta gonzesse, vivre une aventure humaine complètement dépaysante parce que tu pars dans un autre univers et tout ça, c'est un truc de ouf. Ça c'est donc ça, ouais, je dirais des voyages. C'est les voyages, les trucs les plus ouf que j'ai fait avec mes partenaires par amour souvent aussi parce que j'ai envie de partager ça avec elles. Et attention, c'est pas forcément loin, hein. Tu peux partir en Croatie, tu vois, dans une île croate ou même en France, hein, tu as des coins en France qui sont incroyables. Euh, qui sont souvent insoupçonnés parce on prend ça un petit peu euh, comme acquis, mais la France c'est un pays de ouf, tu vois. Tu vas en France, t'as des paysages, C'est un pays de ouf, c'est un pays magnifique. t'as des pays, t'as des paysages de ouf. Tu vois, ma copine actuelle, on a fait un voyage sur l'île d'Ouate en Bretagne, tu vois, qui est une petite île au large de la Bretagne, tu vois, toute petite île où il n'y a pas de voiture. C'est en Bretagne, tu vois, mais c'est incroyable. On a vécu vraiment un temps hors du temps incroyable. Ouais, moi, un truc que j'aimais bien faire et que je trouvais marrant, enfin moi j'adore l'idée du voyage et de bouger, c'était de faire des voyages à Paris. C'était de louer, d'aller dans un hôtel, dans un autre quartier. Tu te dis, tiens, ce week-end, on va se faire un hôtel dans un autre quartier et on va vivre dans Paris, mais dans un autre quartier. Ouais, ça, Et je trouvais ça très fun. Ouais. J'ai fait c'est ça cool. aussi, ouais. Je trouve c'est tout simple, mais viens, on part en voyage dans notre propre ville. Paris, c'est suffisamment grand pour partir voyager. Donc c'est cool. Ouais, moi j'adore le voyage et je trouve que la France est un pays magnifique pour ça. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de différents paysages, d'énergie, de lieux, La cuisine aussi, moi je suis un. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis un fin gourmet, tu vois. Ne serait-ce que partir dans un endroit, tu sais, t'as fait tes petites recherches sur Internet et tout, et tu vas dans un endroit où tu sais que la bouffe elle est exceptionnelle et t'emmènes ta femme et vous vivez un repas ensemble. Je te jure que t'as des souvenirs à vie, hein. Il y a des moments où j'ai passé comme ça à table avec une personne que j'aime. Je sais que je vais l'emporter avec moi dans mon lit de mort, tu vois. Ah, c'est cool, c'est marrant de t'imaginer, je vois pourquoi, quand tu dis ta recherche, je te vois ton 1m97 et je sais plus combien de kilos, aujourd'hui 95, faire ta petite recherche pour trouver ton coach, je trouve ça trop mignon. Justement, bah, effectivement, je trouve ça très charmant, tu vois, l'image du mec qui va dans la cage de MMA et qui cherche le petit resto romantique pour sa chérie, effectivement, c'est très séduisant. Il y a un truc, le paradoxe, effectivement, est très séduisant. Et alors, grande question, qu'est-ce que c'est que aimer pour toi ? Qu'est-ce que, en amour, qu'est-ce que ça représente le mot aimer pour toi dans l'absolu ? Moi, je pense que aimer et pas que l'aimer l'amour romantique, mais tu vois, par exemple, mes enfants, tu vois, je suis capable de tout pour eux en fait. Tu vois, aimer c'est ça. Aimer c'est capable de tout pour l'autre. Être capable de tout pour l'autre, être capable de sacrifice, de tout donner, de faire les efforts qui paraissent incommensurables. C'est ça aimer. Et plus tu aimes, et plus t'es capable de tout en fait. Tu vois. Aujourd'hui, je pense que le mot amour, le verbe aimer sont souvent dévoyés. On prend ça un peu à la légère. Tu vois, on se met en couple et très vite on dit je t'aime et tout. En vrai, c'est pas vrai. Tu vois, parce que cette personne-là, à ce moment-là, tu lui dis de tout quitter pour toi ou de tout pour toi, elle va dire non, attention, attends, ça fait pas assez longtemps qu'on est ensemble ou ça fait pas. Tu vois, il y a toujours des mais et des si. Aimer, c'est être capable de tout pour l'autre, notamment faire des sacrifices, notamment se remettre en question, notamment être capable de dire pardon. Et à partir du moment où tu la regardes et tu dis ouais, je suis capable de tout pour cette personne, là tu peux dire que tu aimes. Et tu mettrais la même chose, amis, proches, famille, enfants, chérie. Ok. Ouais. Moi mes enfants, je sais que c'est les êtres que j'aime le plus au monde, tu vois. Je sais que je suis capable de tout mais littéralement tout, tu vois. Je suis capable de tout faire pour eux, tu vois. Et puis quel âge?
Ma fille, elle a 12 ans, mon fils a 10 ans. Ok. Et c'est aussi les personnes qui m'émeuvent le plus, tu vois, forcément. Tu vois, quand je ressens de la fierté pour ce qu'ils ont fait, bah, c'est une fierté que t'as jamais ressentie pour aucune autre personne, tu vois. J'entends que tu te mets la pression. Et justement, qu'est-ce qu'ils t'ont appris tes enfants sur l'amour? C'est quoi est-ce qu'ils t'ont fait grandir, progresser? Parce que Ouais. je trouve que souvent les enfants, ça amène à grandir. Donc c'est quoi les grands enseignements que tes enfants t'ont transmis sur l'amour? Bah, tu vois, quand ma fille est née et que je l'ai, tu sais, ça fait très cliché ce que je raconte, mais il y a un avant et un après, tu vois. Quand une fois que tu as un enfant et que tu es normalement constitué, il y a un avant et un après, c'est-à-dire que ton enfant te transforme. À ce moment-là, tu comprends vraiment que t'es plus la priorité dans ta vie, tu vois. Euh, et c'est avec l'enfant que tu comprends ça. Au niveau profond, tu vois, au niveau même presque cellulaire, tu vois. Tu comprends que c'est plus toi la priorité, que tu as d'autres Ok. priorités dans ta vie. C'est déjà leur éducation, comment tu vas les éduquer, comment tu vas les outils que tu vas leur apporter pour que eux puissent grandir aussi à leur tour. Tout, en fait, tout. T'as envie qu'ils soient heureux, t'as envie que ils se sentent aimés, t'as envie que ils sentent que t'es là pour eux, tu vois, t'as envie de tout. Et t'as envie à un point que c'est eux la priorité, ouais. Mon père, si tu veux, il a abandonné, il nous a abandonné quand moi j'avais 3 ans et ma mère a été diagnostiquée avec un cancer. Il est parti, tu vois, il est parti. Et si tu veux, j'ai eu l'exemple de ce qu'il faut pas faire en fait. Tu vois, moi j'ai eu l'exemple du daron complètement absent, qui est pas là, qui prend pas ses responsabilités. En fait, tout ce que je décrivais pour moi le rôle de l'homme, tu vois, du padré, du patriarque. Mon père, il a montré exactement le contraire de ce qu'il faut être et de ce qu'il faut faire. Moi, j'ai vraiment eu l'exemple de ce qu'il faut pas faire en tant que papa, en tant que de maître de maison, tu vois. Donc c'est et puis je pense qu'il m'a aussi enfin la vie en tout cas m'a donné tu vois ma mère qui est morte après une longue maladie après un long combat avec cette maladie. Elle m'a aussi montré des qualités, tu vois, de combattante, de résilience, de dignité, de tout un tas de valeurs en fait qui me servent encore aujourd'hui. Tu vois, je me dis, ma femme c'est certainement la personne la plus forte que j'ai connue de ma vie. Tu vois. Donc, si tu veux, j'ai eu des exemples très très jeunes de ce qu'il faut être et ce qu'il ne faut pas être en fait. Ouais, souvent, de toute façon, on se met en lien, en miroir ou en opposé de nos parents, et puis après, on intègre et on diffuse au fur et à mesure. Il est comment justement le Cyril papa? C'est un papa poule, c'est un papa, c'est un papa cage, c'est un papa. Bah, encore une fois, bah, j'ai plusieurs casquettes. J'ai le papa poule qui aime faire plaisir à ses enfants, qui les emmène un petit peu. Je vais pas dire que je les gâte parce que c'est pas vrai. Mais tu vois, ils manquent de rien. Ils font des activités plutôt cool. Euh, Ils ont des jouets. Enfin, ils ont toujours eu des jouets. Ils ont des jeux vidéo. Ils ont tous les trucs. Ils ont beaucoup des livres aussi, des mangas. Ils ont des trucs qui les fait qui fait un enfant, tu vois, de leur âge. Mais je sais être dur aussi. Tu vois, je sais être dur. Je sais être strict, sévère. Il y a des trucs qui me passent pas du tout. Il y a des trucs, il y a des valeurs que je veux vraiment leur inculquer et avec lesquelles je ne joue pas trop, tu vois. Donc il y a ce côté autoritaire. Il y a aussi le côté rigolo. J'aime bien il y a rien de mieux pour moi que leur faire péter de rire, tu vois, les entendre rire aux éclats, c'est un truc de ouf, tu vois.
Donc il y a ce côté-là, il y a le côté mais quand il faut être sérieux et puis voilà. Cool. Et est-ce que tu as commencé à leur donner des conseils en amour, en relation, ou tu vois, même avec les copains, jouer docteur-docteur? Est-ce que tu commences à leur partager Alors, je dirais que je commence déjà par leur transmettre des valeurs, tu vois, des valeurs humaines qui sont pour moi euh, qui vont forcément leur servir aussi dans leur relation amoureuse, tu vois, mais des valeurs humaines qui sont pour moi essentielles. Tu vois, les trucs tout cons, hein, c'est très bateau, mais genre le respect, le fait de respecter les gens, le fait de rester à sa place, tu vois, le fait de qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi, tu vois, le sens de l'effort aussi. Tous ces trucs-là qui sont pour moi qui sont essentiels et qui doivent les accompagner tout au long de leur vie. Euh, le fait de pas faire mal aux gens, tu vois, le fait de pas faire mal aux gens intentionnellement, d'être gentil et tout ça, tous ces trucs là en fait. Mais j'ai la chance d'avoir des enfants qui ont quand même des personnalités qui sont qui s'alignent tout à fait dans ces valeurs là, tu vois, de manière naturelle, je pense. Bon, il y a l'éducation aussi, mais tu vois, ils sont très empathiques, tu vois, ils veulent pas faire du mal aux gens, ils essaient de protéger les gens qu'ils aiment, ainsi de suite. Donc, surtout mon fils, il a un sens de la justice assez exacerbé, tu vois. Ça, c'est un truc qui me déplaît pas trop, tu vois. Euh, C'est chouette. donc voilà, tu vois, j'essaie de leur inculquer quand même des valeurs qui sont, à mon sens, essentielles. Et, euh, et donc tu retrouves beaucoup de tes valeurs en eux? Ouais. J'espère que je saurai leur transmettre encore plus de valeurs que que j'ai mis en avant dans ma vie à moi. J'aimerais bien que ça soit, en fait, j'aimerais bien qu'ils soient comme ils sont déjà, mais qu'ils gardent ça tout au long de leur vie, tu vois. Parce que franchement, j'ai de la chance et c'est des petits êtres humains délicieux. J'adore, j'adore. Et c'est quoi, bah, si tu pouvais revenir et parler à ton toi de quand tu avais 15 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil? T'inquiète pas, tout se passera bien. Cool. Et donc ça, c'est quelque chose que tu dis souvent à tes enfants? Non, parce que ils ont pas la même histoire. Tu vois, moi, Ok. à 15 ans, ma mère est décédée il y a pas très longtemps. Je vivais en Angleterre avec elle. Mon beau-père, qui était violent, qui m'aimait pas. Je vivais avec mon demi-frère, ma demi-sœur, et on m'arrache à eux d'ailleurs tu vois, ma mère est décédée. Je retourne vivre en France avec ma grand-mère et ma tante, mais profondément mon frère et ma sœur. Et si tu veux, comme ma mère, elle avait un état de santé dégradé, c'est moi qui m'occupais de mon frère et ma sœur, tu vois. J'ai commencé à m'occuper de ma sœur, j'avais 11 ans, tu vois. Et ma mère n'avait pas la santé nécessaire pour bien s'en occuper, donc c'est moi qui m'en occupais. Et puis ensuite, l'année d'après, mon frère est arrivé et ça rebolote, tu vois. Donc, si tu veux, je les ai élevés pendant 3 ans. Et puis après, du jour au lendemain, je dois retourner en France, donc je les vois plus, tu vois. Donc toutes ces épreuves, en fait, ont fait que j'ai une enfance où j'ai beaucoup souffert. Et arrivé en France, bah la souffrance a continué puisque bah, j'étais orphelin, tu vois. Et j'arrivais dans un pays que je maîtrisais pas du tout. Je parlais plus français. On m'a fait redoubler mes classes parce que bah, comme je parle pas français, on m'a mis dans des classes qui étaient moindres, tu vois. Donc ouais, j'ai passé une deuxième épreuve hein, à ce moment-là.
Et donc, pour en revenir à mes enfants, tu vois, ils ont pas eu à passer ces épreuves-là. Donc, à la limite, la résilience dont moi j'avais besoin à ce moment-là, tu vois, les qualités de guerrier que j'avais besoin à ce moment-là, ils en ont pas besoin. Eux. Ils ont la Nintendo Switch, des posters de manga dans leur chambre. Si tu veux, ils ont d'autres problématiques, tu vois. Ouais. Leur problématique, c'est est-ce qu'on va avoir le dernier Mario Kart pour Noël, tu vois. Donc, ils ont pas du tout la même problématique, mais pour autant, j'ai pas envie que ça devienne des connards non plus, tu vois. Je n'ai pas envie que ça devienne des fils à papa qui pètent dans la soie. Donc, ils auront j'espère qu'ils auront les valeurs nécessaires pour évoluer dans leur vie, qui seront adaptées à leur société, tu vois, au monde dans lequel ils vont évoluer. Donc c'est compliqué, mais c'est faisable. De toute façon, peu importe les époques, être papa, être maman, c'est compliqué. Tu vois, tu vas avoir des problématiques que tu n'auras pas anticipées, qui vont arriver. Il va falloir y faire face. Il va falloir trouver les solutions. Mais c'est ça aussi la joie d'être parent. Ouais, clairement. Donc, effectivement, c'est pour ça que tu dirais à ton petit gars de 15 ans, quand il arrive en France, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ouais. 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 Ouais, c'est beau. Et c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu en amour? Bah, c'est un peu le truc que je disais tout à l'heure, communiquer, dialoguer. Tout simple, con, mais tellement efficace. Et ça, est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a dit ou c'est toi qui l'as découvert Non, et c'est moi. Alors, oui, c'est des conseils qu'on entend tout le temps. C'est un peu le conseil bateau de n'importe quel thérapeute. Oui, il faut parler à votre conjoint ou votre conjointe et tout ça. Mais la vérité, c'est la botte secrète en fait. La vérité, c'est la botte secrète. Et il faut expérimenter l'échec de plus en plus pour s'en rendre compte. Tu vois, effectivement, une relation foirée, 2 relations foirées, 3 relations foirées, où tu t'es impliqué dans tous les sens du terme, mais ça a quand même foiré. Et à la fin, quand tu te poses et tu dis bon bah il a manqué de quoi, ouais effectivement, on aurait pu mieux dialoguer, se dire les choses. Et c'est souvent dans ces là qu'au moment de la rupture, ou que c'est gâté, ou que le retour en arrière n'est plus possible, où vous vous dites des choses qui auraient pu être dites des années en amont, tu vois. Ouais. Tu te retrouves à être, tu dis, ah bah, attends, t'es sérieuse là de me dire ça? Bah oui, bah ça fait des années que je pense ça, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Tu vois? Donc ces relations-là, en fait, étaient vouées à l'échec à partir du moment où, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de dialogue, ou en tout cas il en manque, tu vois. Moi, ça a été vraiment quasiment ma plus grande leçon dans ma première relation qui avait duré 8 ans. C'est qu'elle avait l'impression de tout porter sur elle et de pas dire. J'ai fait, mais arrête de porter des trucs sur toi. En fait, t'empêches la relation de grandir en ne disant rien, en ne disant pas ce qui va pas. En fait, tu flingues la relation tout le temps. Et elle avait l'impression de porter, de tenir. Je disais, mais je te demande pas de tenir et de porter. Lâche, parle, communique, dis-moi. Parce qu'en fait, là, je le vois, on est obligé d'aller dans un mur parce que tu refuses de voir qu'on va dans le mur et tu me communiques pas comment on va dans le mur. Et donc, ouais, dites tout de suite, tout le temps. Ouais, prenez pas sur, enfin, si tu peux prendre sur toi, parce qu'en disant, tu vois, moi je trouve que c'est important d'avoir faut pas forcément tout dire tout le temps dans l'instant. Il y a c'est quand est-ce que c'est le bon moment de le dire, est-ce que l'autre est disponible, avec quelle énergie, avec quel truc. Donc pour moi, il est important de savoir mettre de la temporalité et de la patience dans quand sont dites les choses, et pas forcément de le faire au moment où c'est envenimé. Mais par contre, dites, partagez, parce que à chaque chose que vous gardez et que vous communiquez pas à l'autre, c'est une opportunité de plus d'aller droit dans le mur et de pas appuyer sur le frein plus tôt et de se dire, mais en fait, non, on aller dans le mur. Une graine pour l'échec. Exactement, c'est une graine de plus pour l'échec. Et moi, je le découvre en ce moment, j'ai des conversations avec des personnes, mais je leur dis, voilà, je suis pas attiré physiquement, ou là, sexuellement, sur ce truc-là, ça fonctionne pas. Et je vois qu'en face de moi, pour la première fois de ma vie, j'ai des femmes qui ont l'intelligence de dire, ah ok, j'entends. Et personne se vexe. Et vraiment, pour moi, c'est
c'est là où tu vois la différence. Et pour moi, il n'y a pas de relation toxique. C'est juste qu'il y a deux personnes qui savent pas communiquer ensemble. Et quand la relation, elle est saine, c'est juste, en fait, bah, on a le même mode de communication. Donc, c'est facile et c'est simple. Et donc, pour moi, vraiment, bah, quand une conversation, entre guillemets, difficile vous rapproche, c'est que vous êtes au bon endroit. Vous êtes avec la personne avec qui c'est simple de communiquer. Ça pourra grésiller un peu, mais pour moi, c'est vraiment le facteur principal. C'est ce qu'on peut être amis et se dire les choses comme deux potes qui peuvent se dire, tiens, là, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ah ouais, complètement. C'est quoi le pire conseil que tu as reçu de moi? Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux gens qui sont dans ton entourage, qui sont supposés être bienveillants, mais parce que c'est des humains et ils t'envient peut-être, tu vas être jalouse peut-être, et généralement ces personnes-là euh, sont de mauvais conseils parce qu'ils sont biaisés, tu vois, il y a un biais, tu vois. Le meilleur exemple, c'est même pas moi, c'est la femme qui partageait ma vie à cette époque-là. C'est la première dépression, en tout cas, que j'ai identifiée suite à une rupture au bout de 7 ans. Sa meilleure amie, entre guillemets, qui était mannequin aussi, la conseillait, et ça, je l'ai su après la rupture. Hein. En gros, elle lui disait, ouais, elle l'a poussé à me tromper, en fait. Elle a poussé à la tromper. Ouais, mais tu sais, ton mec, regarde lui, nanani, nanana, lui regarde comment il est beau, il tourne autour et tout ça, machin. Donc, alors, c'est mon ex qui a pris la décision de faire de la merde, tu vois. C'est pas, mais elle a été fortement influencée par sa meilleure amie. Et sa meilleure amie, en fait, pourquoi elle l'a fait? Parce qu'elle était jalouse d'elle, en fait. Elle était jalouse d'elle, que elle avait un mec qui l'aimait. Elle était dans une relation entre guillemets parfaite, qu'il n'était pas, mais avec un sportif de haut niveau qui était reconnu. Elle était mannequin à succès. En plus des deux, c'est ma copine qui marchait le mieux en tant que mannequin. Donc, si tu veux, les conseils ont été de la pousser vers l'échec, en fait, tu vois. Et, euh, et pourtant, je pense elle avait une sincère amitié pour ma meuf de l'époque, Ah ouais. tu vois. Mais ça n'empêche qu'il y avait ce truc-là, ce biais-là à l'intérieur d'elle, la jalousie, l'envie qui l'a poussée à faire de la merde, en fait, tu vois. Donc, les pires conseils, en fait, les pires conseils en amour, ça n'a pas été, c'est pas moi qui les ai reçus, c'est ma copine de l'époque. Et c'est pour ça que j'ai eu d'autres exemples, hein, des gens de l'entourage qui sont pas forcément les meilleurs conseils, tu vois, qui ont pas forcément les meilleurs conseils parce qu'encore une fois, il y a le facteur humain avec l'envie, avec la jalousie, avec tous ces sentiments qui peuvent parasiter les relations, tu vois. Ouais, je vois très très bien. Je vois extrêmement bien. Et si tu mourais demain, est-ce que tu aurais un regret? Ou il y aurait quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir fait? Ou il y a un truc, tu dis putain, ça, j'aurais bien aller le faire avant, genre, avant de mourir? Bah moi, c'est par rapport à mes enfants, tu vois. J'aimerais bien les voir devenir adultes, Ok. tu vois. J'aimerais bien parce que là, ils sont encore jeunes, tu vois. Je les ai pas encore mis sur le navire et puis les accompagner, tu vois, à prendre le large, tu vois. Là, pour l'instant, ils en sont pas là, tu vois. Donc, j'aimerais être sûr que je leur ai donné suffisamment d'outils, suffisamment de skills pour pouvoir partir dans la vie. Et je me dis, ah, vas-y, c'est tranquille. Et je m'inquiète pas pour eux, tu vois. Pour l'instant, j'en suis pas là encore, donc demain, si je meurs et que je suis sur un petit nuage là-haut, tu vois, je vais me dire putain, je suis parti trop tôt, j'aurais pas donné tous les atouts, tu vois.
Exemple, t'es mort et de quoi t'auras envie que les gens, quand ils pensent à toi, ils se souviennent? Ce serait quoi l'image, la sensation ou ce serait quoi le souvenir que t'as envie de laisser aux gens? Bah, que j'étais un bon gars, tu vois, que j'étais un bon gars, Ok. que j'ai apporté du plus, j'ai apporté du bien, j'ai apporté que si c'est mes amis, qu'on a passé des bons moments et qui se souviennent de moi avec des crises de fou rire, des gueuletons, des voyages, tu vois. Si c'est mes copines, des orgasmes incroyables, des voyages de ouf, tu vois. Laisser une empreinte positive que les gens ils se disent putain il m'a marqué, tu vois, il a apporté du bien dans ma vie, tu vois. Et tiens, moi je suis coach, mes élèves aussi, tu vois. Souvent j'ai souvent non, je veux pas dire ça, mais j'ai reçu des messages. Tu vois, moi je suis ça fait plus de 20 ans, tu vois, ça fait 26 ans que j'ai la Snake Team, mon école. Et je reçois aujourd'hui encore des messages de mecs, tu vois, ils ont la quarantaine, donc ils ont leur famille et tout, tu vois. Mais moi, quand je les ai eus, ils avaient 17, 18 ans, tu vois. Et ils m'ont dit, Cyril, tu vois, donc je les retrouve dans la messagerie Instagram de gens que tu suis pas. De temps en temps, j'y fourre mon nez et je tombe des fois sur des pépites, tu vois. Et je crois que c'est il y a 2 ans, je suis tombé sur un message d'un mec. Il était venu à la Snake Team, donc mon école. Il avait 17 ans, il est reparti, il avait 21 ans. Et je me souviens de lui, tu vois. D'ailleurs, c'est ouf comment il avait changé. Mais genre 20 ans plus tard ou 25 ans plus tard, le mec il me dit voilà Cyril, je sais pas si tu te souviens de moi, j'étais à la Snake Team de telle année à telle année. J'étais un petit con à l'époque, j'étais à l'école et tout ça machin. 20 ans plus tard, je suis chef d'entreprise, j'ai 2 gamins, j'ai un passé de ouf, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, j'ai fait plein de trucs, plein de voyages machin. Je t'ai toujours gardé dans ma tête. T'as été T'as été une personne hyper importante dans ma vie et tu ne sais pas à quel point. Je pense qu'aujourd'hui, je suis satisfait de ma vie. J'ai accompli plein de trucs et je pense qu'il y a une grosse partie de mon succès et de ma réussite, c'est grâce à toi. Et poto, quand tu lis ça, et tu vois, c'est un beau pavé, donc il me raconte un peu sa vie et tout ça, je me dis putain, c'est un truc de malade. Tu vois, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade et donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'aimerais être voilà, j'aimerais que le jour où je clame c'est mes funérailles, déjà qu'il y a plein de gens, tu vois, et qu'il y ait plein de gens et que quand ils parlent entre eux, ils se souviennent des souvenirs de ouf, qu'ils se souviennent de ce que je leur ai apporté, des crises de fou rire, des anecdotes de ouf et tout ça, et que ça soit du positif en fait. Ah, ça me touche. C'est beau d'inspirer comme ça. Bah, j'espère. Sinon, Ah, non. sinon, ça sert à quoi de marcher sur terre, tu vois, à un moment donné, Bah ouais. si tu laisses pas un héritage et tu laisses pas du bien derrière toi, ça sert à rien, tu vois. Bah, justement, en parlant d'héritage, si tu pouvais passer une règle ou une loi ou quelque chose que tout le monde doit appliquer pour que le monde se porte mieux. Tu vois, si tu pouvais dire une loi intellectuelle, physique, un truc pour que Alors, tout- c'est un truc qui est très simple, mais qui implique énormément de choses. C'est j'imposerais les arts martiaux et les sports de combat à tout le monde, tu vois. Ok. Parce que je pense que euh, c'est une école de la vie en condensé, tu vois. T'apprends le respect de l'autre, t'apprends le sens du sacrifice, l'abnégation, t'apprends à pas être dans le fake, à être dans le vrai, tu vois, à être authentique. Dans un ring ou dans une cage, tu ne peux pas être fake, c'est impossible. Tu te fais péter la bouche, tu vois. Et donc, il y a tout un tas de choses qui sont pour moi des valeurs essentielles dans la vie qui sont inculqués avec une pratique assez intensive des arts martiaux et des sports de combat. Et il y a un autre truc aussi, c'est que c'est un exutoire, c'est-à-dire que ça te permet d'évacuer tout un tas de trucs négatifs. Il y aurait moins de violence dans notre société, il y aurait moins de connards, il y aurait moins de pervers narcissiques, il y aurait moins de féministes, il y aurait moins de parce que on serait aligné avec les autres en fait, tout simplement.
Ah, canon. Bah, c'est ce qu'on t'ait dit la dernière fois quand on se parlait en interview ça me fait penser à cette phrase de Bruce Lee qui disait si tu veux voir vraiment quelqu'un de spirituel, mets-le dans un sport de combat et tu verras comment il réagit, tu verras. Ouais. Parce que c'est facile d'être zen quand t'es zen dans ta grotte tout seul. Et par contre, vas-y, reste zen quand il y a un mec qui veut te foutre un poing dans la gueule et te Bien péter sûr. la gueule. C'est là où on voit la vérité. C'est comme je disais dans un ring ou dans une cage, les masques tombent, tu vois. Tu peux être n'importe qui en dehors de cet espace, mais une fois que tu rentres dans cet espace, on voit qui est qui. On voit si t'es lâche, on voit si t'as du courage, si t'es résilient, on voit si t'es truqueur, on voit si tu vois tous les mauvais côtés de l'humain aussi. On le voit à l'intérieur. Bah peut-être pas tout de suite avec un combat, mais en tout cas tout au long d'une carrière, on voit qui est qui en fait. Moi, je me souviens, c'était une approche que j'avais testée qui s'appelait la psychobox. Et j'avais jamais fait de Ah oui, boxe de oui. ma vie. En gros, tu t'es avec un psychoboxeur et il y a un thérapeute qui te regarde. Et moi, ce que j'avais appris, ce que j'avais vu, c'est que, en gros, je fermais les yeux, je baissais et je tapais comme ça. Et donc, en fait, ça m'a fait prendre conscience que je faisais vraiment ça dans la vie. C'est-à-dire que, soit j'allais donner des coups en retour, mais j'exposais ma tête, ce qui est plus vulnérable. Et donc, genre, il suffisait de me mettre un petit contre et j'étais par terre. Et ça a été vraiment une très, très belle expérience. Donc putain, c'est vrai que pour je utiliser cette métaphore, t'as appris à ouvrir les yeux en fait, tout simplement. Ouais. Ouais. Là, ça, j'étais genre, je fermais les yeux et je frappais. Je me suis dit, en fait, non, regarde, avant de taper, regarde qui est en face, qu'est-ce qui se passe, comment ça bouge. Enfin, regarde en face, qu'est-ce qui se passe, comment ça bouge. Et ça a été vraiment très, très beau comme leçon pour moi. J'en avais fait 2-3 et c'est vraiment une très, très belle pratique que la psychobox. Si jamais vous voulez explorer, c'est vrai que pour les gens qui font pas des sports de combat, et même, c'est une très belle manière de te pousser à te révéler dans un espace dans lequel il y a de l'adversité. Donc, tu peux pas mentir à ton thérapeute en disant, voilà, quand il y a de l'adversité, moi, je réagis comme ça. Non, non, non. Marc, quand il y a de l'adversité, il ferme les yeux et il frappe. Voilà. Donc, ça a été très riche. Bah déjà tu frappes, déjà c'est mieux que le mec qui se cache et qui donne le dos, tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai fait des progrès depuis. C'est quoi le livre ou l'objet culturel? Genre, ça peut être un livre, une pièce de théâtre, un film qui t'a le plus impacté en amour? En amour. Ouais. Il y a un film alors je sais pas si c'est en amour, mais d'une manière générale, qui m'a profondément touché. C'est Forrest Gump, tu vois. Ouais. Parce que il est tellement beau ce film dans le sens où le mec c'est un benet, tu vois, il a attardé mental, mais en même temps il est authentique à un point qui est qu'on retrouve presque plus aujourd'hui, tu vois. C'est la vérité. Il ment pas déjà. Il ment pas. Il dit la vérité systématiquement. Il est authentique, peu importe qui il a en face de lui, que ce soit le président des États-Unis ou c'est la femme qu'il aime le plus au monde, et il est capable de tout sacrifier en fait. Et j'en reviens à ce que on disait sur l'amour de tout à l'heure. Pour moi, Forrest Gump, c'est l'amoureux ultime, tu vois. C'est le mec, il vit son amour. Il vit son amour de façon authentique. Il est authentique. Il dit ce qu'il pense. Il ne ment pas. Il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de manigance. Et quelque part, même dans sa simplicité, parce que c'est un être simple, c'est le mec ultime, tu vois. C'est le mec. Tu parles avec lui, il va te dire la vérité. Tu vois, il va pas calculer, il va pas faire des stratégies. Et en vrai, il faudrait plus de Forrest Gump dans la vie, tu vois, pas des mecs fake, machin. Tu sais, moi, je suis très, je suis à fond sur les réseaux. Je suis sur Instagram, je passe des heures là-dessus. Instagram, c'est l'endroit le plus fake qui soit, tu vois. C'est le Alors attention, il y a des bons côtés à Instagram aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui ressentent des choses et qui l'exposent au quotidien, alors que peut-être que dans la vie de tous les jours, ils diraient pas ces choses-là, tu vois. Donc il y a une part de thérapie aussi dans Instagram. Il y a une part thérapeutique, mais il y a aussi beaucoup de fake. Et souvent les lieux sont liés plus ou moins, tu vois, où il y a un côté très
il y a une dualité, tu vois, dans ces trucs-là. Il y a une dualité où les gens essayent d'être le plus authentique possible, mais à partir du moment où tu essayes d'être authentique, bah tu ne l'es pas forcément, tu vois. Il y a un truc aussi qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est de plus en plus flagrant, c'est vouloir absolument rentrer dans une case, tu vois. Les mecs, on vit dans une société où clairement on essaie de nous séparer dans des castes, dans des cases, et pour nous opposer souvent en plus, tu vois, les mascus avec les féministes et enfin toutes ces conneries, tu vois, toutes ces conneries, les identitaires avec la Kaira, machin, et à chaque fois on essaie de te ranger dans une case, machin, c'est abominable ce truc, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois des gens de plus en plus virulents qui essaient absolument d'appartenir à un groupe bien défini, même si ça veut dire dénaturer qui ils sont véritablement, tu vois. Et moi, mon Instagram, c'est vraiment, bah, c'est tout le contraire en fait. Tu vois, si tu vas lire une story, alors c'est marrant, des fois j'écris et je vais recevoir plein de com, plein de messages en DM, je veux dire, qui vont me dire ah ouais, t'es un islamo-gaucho ou je ne sais quoi, tu vois. Ils vont me ranger dans une case bien définie qui correspond qui correspond à rien du tout. Hein. C'est vraiment. Et après, la story d'après, on va me traiter de facho, de bounty, qui aime pas sa propre race ou je ne sais quoi, tu vois. Donc j'ai les extrêmes opposés parce qu'en fait, à partir du moment où t'es un libre penseur, tu penses. Déjà, tu prends le temps de réfléchir, d'analyser et d'en sortir une opinion sans être biaisé par, tu vois, la propagande ambiante ou l'idée du moment, tu vois. Bah, t'es un petit peu un électron libre, en tout cas intellectuellement, t'es un peu un électron libre, et t'as tout un tas de gens qui vont dire ouais mais non tu dis de la merde et tout ça, et c'est souvent des mecs qui sont vraiment catalogués, tu vois, dans des cases et tout ça, et qui s'y complaisent en plus, tu vois, qui veulent être dans cette case. Et aujourd'hui, tu vois, sur mes réseaux sociaux, voilà, j'essaie de mettre en avant aussi la capacité d'analyser les choses, la capacité aussi de critiquer les choses, d'être ouvert d'esprit. Tu vois, moi, je parle avec des racistes. Tu vois, il y a des gens qui viennent me parler, ils sont racistes, ils parlent de crépus, de bougnoules et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Et moi, je prends le temps de parler avec ces gens-là. Mais non, mais je partage complètement. Moi, c'est un truc qui est au cœur de ce podcast, c'est que j'ai envie d'interviewer des féministes, des masculinistes, des racistes, enfin, genre, pour moi, tout le monde a, quel que soit son ist dans lequel il a envie de se mettre, même s'il est dans aucun, a quelque chose d'intéressant, a un cœur, a quelque chose à partager. Il a été père, enfant, fils, il a vécu des morts, des trucs. Tu vois, il y a un exemple, c'est sur mon Instagram, je partage souvent des vidéos, des gens qui disent des choses et tout ça, et des fois je partage ce qu'ils disent et des fois je suis opposé à ce qu'ils disent, mais souvent je poste et je laisse, tu vois, je dis pas ce que j'en pense forcément, tu vois. Et des fois je poste des trucs, alors ça peut être un Zemmour par exemple, je vais poster un discours de Zemmour et dans mes DM, dans mes messages que je reçois en retour, ouais Cyril, tu donnes une tribune à ce facho, à ce ceci, à ce raciste, nanani, nanana, comment tu peux faire ça, blablabla, blabla. Et je leur dis, mais parce que je suis d'accord avec ce qu'il a dit là. Oui, mais tu te rends compte, nanana, mais le personnage, je le connais pas, moi, je le connais comme toi, tu le connais. Je suis pas forcément entièrement d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait, machin. Mais ça n'empêche que ce qu'il a dit là, je suis d'accord avec. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? C'est pas forcément qui le dit qui est important, c'est le contenu de ce qu'il dit, tu vois, la valeur, la pertinence de ce qu'il raconte. Après, si tu es d'accord avec le personnage ou si t'aimes le personnage, ça on peut en débattre, tu vois.
Mais donc aujourd'hui, on est vraiment dans une société où tu vois, on me reproche de partager telle ou telle personne, et puis après la semaine d'après, je vais partager un discours de Mélenchon avec lequel je suis d'accord sur ce qu'il raconte. Tu vois, je trouve il est pertinent. En plus, je te prends des gens qui sont diamétralement opposés, mais qui sont brillants tous les deux. C'est-à-dire Ah que oui. tu peux pas dire que Mélenchon il est teubé, tu peux pas dire que Zemmour il est teubé. Ils sont intellectuellement, ils sont plus intelligents que la moyenne des Français, on va dire, tu vois. Après, les idées qu'ils partagent ou les idées, est-ce qu'ils ont entièrement raison? Non. Est-ce qu'ils ont entièrement tort? Non. Donc on peut se rejoindre sur certains trucs, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ça qui est ouf dans ce monde, c'est qu'on essaie de nous pousser à un monde binaire où c'est ou tout blanc ou tout noir. Il faut choisir. Il faut choisir. Et si t'es dans le camp des blancs, si t'es dans le camp des noirs, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de gris, tu vois. Alors que moi, je vis dans le gris. Pour moi, je vis dans le gris en permanence, de différentes teintes de gris, en fait. C'est important de pouvoir penser. Et si t'es pas d'accord avec quelqu'un, et donc que tu peux plus penser ce qu'il pense dans les endroits où tu es d'accord, mais en fait, tu t'empêches, tu deviens con. Enfin, on va Bien dire. sûr. Complètement. Parce que tu es obligé de penser comme les personnes que tu aimes bien. Mais parfois, les personnes que tu aimes bien, ils Ils sont disent de cons la aussi merde, sur bien d'autres. sûr. Bah oui. Donc, en fait, tu te limites et tu deviens con comme tu t'empêches de penser. Ouais. Et moi, si on peut plus penser, ça devient dangereux. Et moi, c'est pour ça qu'il y a, donc, tu vois, chez les masculins, chez les féministes, moi, j'aime bien remettre de la pensée, remettre du mouvement, remettre, tu vois, je sais qu'à un moment, le mot privilège me gênait. Parce qu'on en parlait comme si c'était un fait. Et j'ai fait, en fait, non, les faits, l'homme blanc peut gagner psy, l'homme peut gagner peut-être plus d'argent, plus de trucs, plus de ça. Ça, c'est des faits. Privilège, c'est une interprétation de ces faits. Et j'entends qu'elle soit peut-être juste à certains endroits, mais qu'est-ce que tu mets derrière le mot privilège? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu le penses? C'est quoi un privilège? Sur quel degré? Enfin, tu vois. Et, et si on peut plus penser certains mots, en fait, on peut plus penser. Et c'est un des soucis quand même de certains courants de pensée, c'est que si tu peux plus critiquer sans être un fasciste, un antiféministe, ben en fait, si on peut plus critiquer une pensée, ça s'appelle, c'est une dictature, c'est du Ouais, totalitarisme. bien sûr. Et donc là, en fait, c'est compliqué de dire, bah, en fait, plus personne peut critiquer ça parce que bah non, en fait, non. La critique est nécessaire et ça prouve l'intelligence de la personne en face que de pouvoir recevoir une critique et dire, effectivement, sur ce point-là, je suis juste, sur ça là, je suis pas d'accord. Donc pour moi, le gris est nécessaire. Ouais. Donc je te rejoins 1000 fois. Avant-dernière question, c'est quoi ta chanson d'amour préférée? C'est un morceau de H-Town, qui est un groupe de R&B des années 90, un groupe américain, H-Town, et le morceau c'est Natural Woman. En fait, il met en avant toutes les grandes femmes de ce monde, tu vois, de notre époque, avec les valeurs qu'elles avaient, avec aussi les accomplissements qu'elles avaient. Alors ça part de Aretha Franklin à je sais plus quelle une militante afro-américaine. Il y a tout un tas de femmes qui listent et forcément il y a sa mère, le chanteur il parle de sa mère aussi, voilà tu vois. Ah, c'est beau. Ouais non c'est un morceau qui est donc c'est une ode à la femme tu vois où il dit en gros natural woman les femmes naturelles dans le sens aussi spirituel tu vois aussi donc il les met en avant. Donc le morceau il est incroyable. Il est incroyable et puis ça monte crescendo, c'est super beau. J'adore les paroles. Je retrouve ma mère dedans, tu vois. Donc ouais. Cool, putain, j'ai hâte de découvrir. J'adore qu'en plus ce soit un morceau en hommage aux femmes. Après tout ce qu'on a dit, j'adore que c'est encore plus paradoxal et beau. Apparemment, je me dis putain, t'es vraiment un mec en or. J'adore. Et dernière phrase, ce serait quoi si tu avais un message pour toucher le cœur des hommes ou quelque chose pour inciter les hommes à partager leur cœur, à s'ouvrir, ce serait quoi? Bah, tu sais, moi, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai été dépressif à différentes périodes de ma vie, tu vois, avec des dépressions plus ou moins profondes, plus ou moins longues. Euh, j'ai un de mes meilleurs amis qui est mort, qui s'est suicidé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui s'est pendu parce qu'il n'arrivait pas
à surmonter une rupture qu'il avait mis dans le trou, tu vois, et qui l'a caché à tout le monde en fait, qui l'a caché, sauf sa meilleure amie. Mais le groupe d'amis qu'on était, on était loin de se douter qu'il était au bord du précipice, tu vois. Et je dirais à tous les mecs que c'est bien d'être des rocs, c'est bien d'être solide, c'est bien parce qu'on attend de ça de vous et puis c'est normal d'être ça et c'est dans notre nature d'être ça. Mais il y a aussi, faut pas sous-estimer notre vulnérabilité, euh, notre fragilité. C'est aussi, c'est pas que des défauts, c'est aussi des qualités. Euh, il faut s'entourer des bonnes personnes qui peuvent nous aider dans les moments où on est fragile. Ouais. C'est pas forcément c'est pas forcément sa femme, c'est pas forcément, tu vois, son meilleur ami. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un professionnel de la santé, ça peut être un professionnel de la santé mentale avec qui on clique et il y a une. D'ailleurs, petite parenthèse, le premier psy auquel on s'adresse n'est pas forcément le meilleur. Donc, ne pas hésiter, tu vois, si c'est pas le premier, ça sera peut-être le deuxième ou le troisième. Faire une bonne recherche sur Internet. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet avec Google, machin. Tu fais des recherches quand tu veux. Tu peux contacter même d'anciens patients de cette personne-là qui ont donné un avis Google et puis en parler avec lui, machin. Donc, on prend son temps pour découvrir le professionnel qui nous va le mieux. Et ensuite, on fait la démarche pour aller vers cette personne-là. Que ça soit d'ailleurs un professionnel ou quelqu'un ça peut être un oncle, ça peut être un grand-parent, ça peut être généralement on le détecte, tu vois, on détecte les gens qui seront à même de nous aider dans ces moments-là. Ouais. Tu vois, on détecte l'empathie, on détecte l'humanité de cette personne-là, de la sensibilité de cette personne-là, et on est naturellement attiré par cette personne-là. Donc c'est pas parce que euh, tu vas regarder sur les pages jaunes et que tu vas aller vers un psy que c'est forcément celui-là qui te faut. C'est peut-être un autre mec. C'est peut-être même pas un psy. C'est peut-être un coach sportif. C'est peut-être ça peut être n'importe qui. Mais en tout cas, généralement, les, on ressent la connexion, tu vois. Et donc, quand on en a besoin, ne pas hésiter à aller vers cette personne et puis demander de l'aide. Merci. J'adore. Euh, est-ce que je pense que l'épisode va passer dans 15 jours ou un mois? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton actualité que tu veux partager, dire, ou là en ce moment, de ce qui se passe pour toi? Non, 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 j'ai une actu sportive, tu vois, j'ai mes petits combattants qui évoluent. Alors j'ai énormément de loisirs. J'ai énormément de loisirs, mais j'ai aussi des jeunes combattants qui aspirent à devenir des futurs champions et d'aller combattre à l'UFC et tout ça. Donc j'ai un panel large de pratiquants du loisir qui iront jamais vers la compétition à des futurs champions, je l'espère. Cool, trop bien, j'adore. Eh ben, merci pour cet épisode. Ça a Merci. été un plaisir. Merci à cet épisode de Viens, on se parle, des vrais trucs sur l'amour. Et merci à toi, Cyril, d'avoir pris le temps, de t'être livré, de t'être partagé, d'avoir rigolé avec moi, d'avoir osé aborder autant de sujets fous. C'était top. Et si cet épisode vous a plu, likez, partagez, appuyez sur la petite cloche sur YouTube, partagez à d'autres gens. Voilà, distribuez au maximum de personnes, que c'est un maximum d'écoute. Et je vous remercie et au prochain épisode.